Bonjour à tous. Donc, nous sommes ici présents pour parler de .NET Aspire. Là, le but aujourd'hui, c'est surtout de vous présenter ce qu'on peut faire avec cette stack et peut-être vous intéresser à la regarder de plus près par la suite. Cette présentation, ça va, pour les personnes qui ont déjà travaillé sur le cloud, peut-être vous aider ou plutôt vous projeter dans des solutions pour justement déployer de manière un peu plus efficace sur le cloud. Et pour les personnes qui n'ont jamais fait, j'espère que ce sera une bonne introduction pour y aller. Donc, qu'est-ce que .NET Aspire? .NET Aspire, c'est un projet qui a été initié durant l'année passée par Microsoft et qui a été présenté en fin d'année 2023 et qui est sorti officiellement à la Microsoft Build, le grand événement qui a eu lieu en mai pour Microsoft, donc l'événement annuel de Microsoft. C'est une stack technologique qui s'inscrit dans l'écosystème .NET. C'est pas simplement un SDK en fait qu'on va utiliser ou un framework, c'est plutôt un ensemble donc d'outils. Ça s'oriente aujourd'hui donc pour pour les développeurs qui font du .NET, mais pas que. Et le but premier, ça va être de faciliter en fait le développement d'une solution qu'on dit cloud native, à la fois pour les développeurs quand ils développent sur leur machine, pour préparer le projet, travailler au jour le jour avec, incorporer tous les éléments nécessaires de base à une solution cloud native, et ensuite aller vers le déploiement dans l'environnement de production. Avant de continuer, quand on parle de solution cloud native aujourd'hui, donc vous verrez, il y a plein de définitions sur le web pour définir à quoi ça correspond. Cloud native, ça veut surtout dire de base comment développer une solution qui va tirer parti de multiples services cloud pour être la plus efficace possible euh, et répondre à un besoin. Donc, on se décale de ce qu'on appelait avant les applications monolithiques. Là, on va plutôt créer en fait des applications, des solutions basées sur différentes briques, des briques beaucoup plus petites qui dialoguent les unes avec les autres. Et justement, en créant ce type de solution, eh ben, on tombe dans tout un tas de complexités et de problématiques qu'on n'avait pas forcément auparavant. Comment on va faire en sorte que ces services puissent communiquer ensemble, comment on va faire en sorte de pouvoir débugger ces services, comment on va pouvoir avoir de la télémétrie qui soit efficace sur ces services et comment mettre en place ces communications entre ces différentes briques de manière résiliente et robuste. Quand vous faites du développement cloud, on parle beaucoup de résilience parce qu'il peut y avoir des coupures réseau, il peut y avoir tout un tas d'événements en fait, qui font que le service ne va pas être disponible à 100%. Il y aura toujours un petit degré d'indisponibilité qu'il va falloir gérer. Toutes ces problématiques, et là j'en zappe encore plein d'autres, mais constituent en fait la problématique à laquelle Aspire essaie de répondre. Donc Aspire, je vais essayer d'aller très vite sur ces slides et ensuite on va faire des démos qui seront plus intéressantes pour vous. Mais donc, Aspire, ça vient avec des templates de projets qui nous permettent de démarrer plus rapidement. Ça vient avec des composants. En fait, il faut voir les composants comme des wrappers qui vont permettre de se connecter aux différents outils qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça peut être des bases de données, SQL Server, Postgre, MySQL, Oracle. Ça peut être des services de type cache comme Redis. Ça peut être de la télémétrie de log, ça peut être tout un tas de services tiers que l'on utiliserait sur le web, des LLM par exemple, enfin, bref, services SaaS, services PaaS ou autres. Et donc, on va avoir des composantes qui vont venir pré-packagées avec tout ce qui va nous permettre de gérer la connexion, la résilience et une maintenabilité la plus efficace possible. Quand je parle de résilience, c'est-à-dire que les packages ils vont venir déjà intégrer avec toute une logique de bah, si mon appel il marche pas la première fois, je vais avoir une logique de retry, je vais avoir certains patterns qui vont être inclus dedans comme du circuit breaker par exemple pour éviter de surcharger d'appels une brique qui serait indisponible. Donc on va avoir tout un tas d'aspects de résilience qui vont être incorporés dans nos packages et surtout les aspects de connexion parce que pour ceux qui ont déjà expérimenté ça, quand vous allez vous connecter sur un nouveau service cloud ou un service tiers, il faut appréhender le SDK, il faut voir comment on se connecte, comment on peut gérer tout un tas de paramètres qui ne sont pas forcément aisés quand on commence avec une brique. Là, le but, c'est de s'abstraire en fait de tout ça. On connecte les composants dont on a besoin et on se focus sur le code vraiment important, business de la solution. Ça va venir aussi, .NET Aspire va nous aider donc tout ce qui est service des code discovery, quand vous avez plein de microservices dispatchés, en fait, comment ces services vont pouvoir se découvrir et dialoguer les uns avec les autres. Ça, c'est l'aspect service discovery. On va voir tout un tas de logs et metrics et distributed traces. Donc ça, c'est de base les components qu'on va intégrer.
vont tous produire des logs et vont pousser ces logs directement dans des puits de logs qui vont être préconfigurés ou alors la configuration va être relativement aisée avec Aspire pour qu'on n'ait pas à se soucier de cette partie. Parce qu'encore une fois, quand vous faites des microservices, vous avez énormément besoin de savoir ce qui se passe dans ces microservices. Vous ne pouvez pas vous connecter en direct, débugger sur chacun des microservices. Vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble. Et donc, les logs sont extrêmement importants quand on parle de solutions cloud native. Et donc, de base, ça va être intégré. Derrière, Aspire va venir avec un développeur dashboard. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Et ça nous permet justement de visualiser tous nos services, d'aller dans la télémétrie de nos services, de voir les logs, les traces, et donc de pouvoir débugger et développer rapidement et tester en fait ce que l'on va créer au jour le jour. Encore une fois, tout ça, c'est vraiment orienté développeur. .NET Aspire, c'est pas quelque chose que l'on va déployer dans le cloud. C'est vraiment une stack d'outils qui va nous permettre de développer sur notre machine. Ça va nous venir avec les composants qui vont nous permettre de brancher notre code de manière plus facile, de manière plus aisée. Et enfin, après, dans la suite d'outils, il y a certains outils qui vont nous permettre de faciliter le déploiement vers l'environnement de production. Mais Aspire, ce n'est pas quelque chose que l'on déploie dans le service cible. Quelle est la problématique que Aspire résout? Donc, comme je vous citais juste avant, le principe, ça va être de pouvoir nous aider à développer des solutions microservices de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus aisée. Pour ceux qui sont familier ou pas familier, alors ce que je vous présente à l'écran, c'est un exemple d'application ou de solution en fait, que Microsoft construit de manière open source sur GitHub. Vous pouvez aller sur le repository, ça s'appelle eShop. Vous avez plusieurs déclinaisons. Celle-ci, ce que je vous présente à l'écran, c'est eShop on Containers. Donc, c'est une solution en fait que vous pouvez aller visualiser sur GitHub qui vous permet en fait de découvrir plein de bonnes pratiques que Microsoft et la communauté préconisent justement pour développer du microservice. Et là, justement, j'ai pris ce visuel parce que ça m'aide à vous présenter là où .NET Aspire devient intéressant. En fait, .NET Aspire devient intéressant. Ça nous permet de d'écrire de manière en code quels sont les microservices qui vont constituer notre solution. Donc, ça va être quel est le projet qui constitue mon microservice, quel va être le support de données, base de données, support de fichiers, du cache, peu importe. Le messaging, donc là, on voit sur la partie droite, on utilise par exemple ici soit RabbitMQ, soit Service Bus, donc des services qui font la même chose. Et ensuite, on va avoir une web app devant qui va nous permettre d'aller de servir de frontal et aller taper sur les microservices derrière. Donc aujourd'hui, quand vous mettez en place une solution de ce type, donc une application, 4 microservices, un bus de données, les différentes bases de données qui vont avec, ça peut être à la fois très chronophage et complexe à décrire. C'est éclaté dans plein de technologies aujourd'hui, que vous fassiez du Kubernetes, que vous fassiez du Docker Compose, ou alors toute autre technologie. En fait, il y a tout un tas de technologies qui deviennent très compliquées à maîtriser. Souvent, tous les développeurs dans une équipe n'ont pas forcément cette compétence. Et donc, .NET Aspire nous permet en fait d'abstraire toute cette partie. Et donc, comme ça, vous pouvez, en tant que développeur, vous pouvez facilement décrire une architecture comme vous voyez à l'écran et directement coder sur votre machine et surtout exécuter ça sur votre machine locale. Très simplement, .NET Aspire, c'est orchestration. Donc, comme vous l'avez vu sur les slides d'avant, on a un ensemble de microservices. Comment on les orchestre ensemble et faire en sorte qu'ils puissent se lancer et dialoguer ensemble. On a les composants qui vont permettre de brancher nos microservices ensemble et à leur dépendance en gérant tout ce qui va être la résilience, la connectivité, la configuration. Et enfin, on a tout un ensemble de tools qui gravitent dans Aspire qui vont nous permettre de faciliter encore plus les développements, surtout si vous utilisez Visual Studio, Visual Studio Code ou la CLI de .NET. Encore une fois, avant de poursuivre, .NET Aspire, c'est un projet qui a été créé l'année passée. Il évolue très rapidement et ils sont très ouverts. Enfin, le but, c'est d'être ouvert. C'est pas uniquement un projet Microsoft pour Microsoft, c'est un projet Microsoft open source pour le cloud. Et encore une fois, là, ce que vous voyez à l'écran, donc, ce sont les composants disponibles à l'instant T pour utiliser dans .NET Aspire. Là, aujourd'hui, là, tout de suite, on voit beaucoup de composants Azure, à savoir que .NET Aspire, c'est pas uniquement pour Azure. Si vous voulez faire de la WS, aujourd'hui, vous pouvez aussi avec Aspire. D'autres clouds vont sûrement être intégrés, mais là, on voit qu'on a déjà pas mal de composants que l'on n'utilise pas forcément sur la partie Azure, sur la partie gauche. On a pas mal de briques aussi sur la partie Azure qui nous permettent avec lesquelles on interagit souvent dans une solution cloud native,
dont l'interconnexion nous est facilitée en quelques clics, pardon. C'est bon. Là maintenant, on va passer à l'aspect démo. Alors, avant toute chose, là, ce que je vous présente, donc on est sur Visual Studio. Dans cette partie-là, là, en fait, on voit qu'on a 4 projets dans cette solution. Ce qui est important pour la partie Aspire, ça va surtout être 2 projets, le App Host et le Service Default. Donc en fait, quand vous créez une solution Aspire, vous allez créer deux types de projets. Un projet qui va vous permettre de gérer toute la partie orchestration que j'ai décrit avant. Donc quels sont les microservices et les services tiers que j'utilise dans ma solution. Et ensuite, une partie service default qui va vous permettre de plugger composants de base d'Aspire dans vos différents services, que ce soit une appli web, service back-end, une application console. À partir de ces 2 projets, vous allez pouvoir donc, construire toutes vos solutions. Et les 2 autres projets que l'on voit là juste à côté correspondent à une API back-end et justement un frontal web qui est pour le coup cette fois-ci en Blazor, que .NET pas pour rien. Là où ça devient intéressant et le projet l'aspect le plus important d'Aspire, ça va être ici. Donc en fait, là, ce que vous voyez à l'écran, Aspire, en fait, ça se construit comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un builder de base, on commence toutes nos solutions avec un builder, et ensuite on va pouvoir, à partir de ce builder, et avec une syntaxe justement de type builder, construire et ajouter nos composants. Donc là, on sait qu'on va avoir une solution. Dans cette solution, on va utiliser on va brancher un projet, notre projet API ici. Donc là, en fait, avec ce projet ici, API, on va plugger. Donc là, on a une référence à notre service qui est juste là sur la droite, et on lui donne un nom API service et on stocke ça dans une variable. Ensuite, on ajoute un autre projet ici. Donc ça, c'est notre projet frontal web. Et sur ce projet frontal web, on sait qu'on on va devoir exposer des endpoints HTTP. On sait qu'on va on aimerait utiliser notre cache et également notre API. Seulement, comme je mentionnais juste avant, quand notre application elle se lance, elle n'a aucune connaissance de où se trouve l'API, comment je me connecte avec le cache. Ça, ce sont des choses qui sont justement pas aisées, que vous devriez construire en Kubernetes, vous devriez injecter de la configuration à droite à gauche. Là, en fait, ce que ça fait derrière, c'est que ça va construire de multiples références, donc une référence pour le cache, une référence pour l'API, et on va lui injecter ces références ici directement avec ces 2 lignes. Là, ce que ça fait, c'est que quand notre projet web front-end va se lancer, il va être exposé avec des endpoints publics. On va injecter la configuration dans le projet pour pouvoir se connecter directement au cache et à l'API. Donc on va avoir les 2 endpoints qui correspondent à ces 2 briques back-end directement injectés dans la web app. Et donc derrière, nous, on n'aura rien besoin de faire de plus pour que les projets se lancent et pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc ça correspond le cœur de la solution. Et ensuite, l'un des autres aspects ultra importants, et qui vous permet justement de gagner énormément de temps, c'est qu'on a un projet qui s'appelle, comme je le mentionnais juste avant, Service Default. Donc ça, c'est quelque chose que vous aurez toujours de base quand vous commencez un projet .NET Aspire. Et ça permet de plugger des méthodes d'extension. Donc là, ça parle plutôt aux développeurs .NET. Très simplement, en fait, on va le voir après comment on plug ça dans dans notre application, ça va nous permettre de configurer tous les aspects de base de .NET Aspire. Donc là, on voit qu'on va configurer la télémétrie. De base, on va ajouter tous les health checks. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas les health checks, en fait, les health checks, ça va être des endpoints qu'on va mettre sur notre application, que l'on va pouvoir appeler de manière périodique pour savoir si notre application fonctionne correctement. On va pouvoir configurer la résilience dans les clients HTTP que l'on pourrait avoir dans la solution. Donc, c'est-à-dire que si on utilise des clients HTTP pour contacter une API, pour contacter un autre service, de base, ça va gérer le retry automatique, ça va gérer les coupures réseau, ça va gérer le retry exponentiel aussi si on le veut, ou le circuit breaker, comme je le mentionnais avant. Et il y a d'autres patterns justement de communication qui sont intégrés. Ça va gérer le service discovery, comme je l'ai mentionné juste avant. Pourquoi Microsoft a choisi d'intégrer ça, comment dire, pas sous forme de package, mais en code directement? C'est parce que Microsoft a pris le parti de dire on vous donne accès, enfin on vous permet d'injecter ce code dans votre solution, mais après, derrière, vous pouvez, si vous voulez, le modifier comme vous l'entendez. En fait, ça vous sert de base de travail, et si vous voulez le faire évoluer, le tweaker un petit peu pour que ça corresponde un peu plus à votre cas d'usage, allez-y. Donc là, on voit par exemple, si je vais dans la partie télémétrie, de base, ils ont même laissé un endroit où en fait, là, on utilise, pour ceux qui connaissent OpenTelemetry, c'est un standard qui a quelques années maintenant, mais qui commence à être adopté un peu partout pour pousser des traces et du log vers comment dire, vers des outils qui nous permettent d'instrumenter nos logs. Et ensuite, derrière, ils ont laissé une ligne pour se connecter directement à Azure Monitor et Application Insight, pour ceux qui sont familiers avec ces services sur Azure. Là, pareil, on va avoir l'aspect health check. Donc, de base, on va avoir le health check principal et ensuite, on va pouvoir en ajouter ou en modifier d'autres si on le souhaite.
et des endpoints qui nous permettent de gérer aussi les aspects readiness probe et liveliness probe pour ceux qui font du Kubernetes. Enfin, sur le SPL check, ce qui est très intéressant, c'est quand vous allez ajouter des composants. Tout à l'heure, on a vu qu'on a ajouté le composant Redis. Ce composant Redis va être référencé dans notre API. De base, Aspire va ajouter le health check également pour s'assurer que l'API puisse contacter Redis. Donc de base, en fait, quand on va lancer tout ça, notre API elle aura un health check pour dire qu'elle est vivante, tout se passe bien, et elle aura aussi un health check qui lui permet de dire j'arrive à me connecter à Redis et la connexion fonctionne correctement. Tout ça géré pour vous de base, et ensuite, là, si je vais par exemple dans l'application web, donc là, je me suis dans le programme.cs, c'est-à-dire c'est dans une application web.net aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de créer le bootstrap de notre application, de configurer les services de base. Donc pas besoin de comprendre tout ce qu'on a ici à l'écran. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, là, tout ce code-là que je surligne, ça correspond au code de base qu'on a dans notre application quand on crée une application .NET. Et en fait, ces deux lignes-là, qui sont ajoutées ici, nous permettent de plugger le service default, donc ce que je vous montrais juste avant. Et derrière, là, on a justement un composant Aspire qui a été ajouté automatiquement dans notre solution pour Redis. Et là, on lui mentionne juste ajoute Redis en utilisant comment dire, cette référence-ci, cache, qu'en fait, on avait directement dans notre projet d'orchestration Aspire. Et ici, on avait mentionné, on lui avait donné aussi un nom arbitraire de type cache. Donc en fait, ça vous permet, vous, en tant que développeur, d'utiliser des noms simples, arbitraires, pour pouvoir manipuler vos différentes briques, vos différentes dépendances, et derrière, juste les référencer de cette manière. Et ensuite, quand le projet se lance, Aspire va faire les remplacements, des bonnes connection strings, de la bonne configuration, et gérer tout ça pour vous. Donc là, tout de suite, vous allez me dire, peut-être, ça me fait une belle jambe, mais comment qu'est-ce qu'on en fait derrière? Alors là, très simplement, ce que je vous montre à l'écran, là, c'est un projet de base que j'ai créé à partir d'un template. Si on a le temps, je vous en montrerai un autre. Donc celui-là, je l'ai créé, j'ai fait aucune modification dedans pour le moment. Je le lance. Donc là, en fait, quand je le lance, Visual Studio va lancer le projet d'orchestration. Et le projet d'orchestration va parser, en fait, l'équivalent de parser ce qu'on a à l'écran, et il va lancer tous les services. Et là, Aspire, en fait, va être assez intelligent pour dire Redis. Alors ça, c'est un composant, je peux pas le créer sur ma machine, enfin, c'est un composant externe, mais j'ai un container, donc je vais créer un container sur la machine. Projet API, le projet front-end, c'est du code natif, donc là, je vais pouvoir l'exécuter directement sur la machine. Donc là, en fait, j'ai un mix de container et code natif qui va s'exécuter. Là, c'est la première fois que je lance, donc c'est normal, c'est un tout petit peu plus long. Et donc là, normalement, ce qui va se passer, c'est que Aspire va directement, en fait, me mettre sur le dashboard développeur, ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Voilà. Voilà, là directement sans rien faire de base, on a le développeur dashboard qui se lance. En fait, ce qui nous montre à l'écran, une première de type container que l'on a appelé cache, qui correspond en fait à notre cache Redis. Là, on peut même voir l'image Docker qu'il a utilisée sur la droite. Et on a deux projets, un API service et un web front-end. On voit qu'ils sont tous en état running, parce que là aussi, là où en fait, là où Aspire est intéressant, c'est qu'en fait, il va être capable de faire euh, euh, j'ai perdu le mot, mais en gros, si un service n'est plus en bonne santé, entre guillemets, il va être en capacité de pouvoir le restarter au besoin. Et donc là, on va pouvoir voir si notre service est en train de runner ou s'il y a une erreur. On va voir le start time et ensuite, derrière, on va pouvoir voir les endpoints si jamais il y a des endpoints qui sont publiés. Voilà, donc ça, c'est la page principale. Et ensuite, on va avoir d'autres sections qui nous permettent d'accéder surtout à la partie log, télémétrie et metrics de notre solution en totalité. Et c'est là où, d'un point de vue développeur, quand vous allez développer des microservices, vous allez pouvoir vraiment voir les échanges entre vos microservices, pouvoir aller dans les logs de l'un ou l'autre des projets ou des containers. Et donc là, par exemple, si je me positionne sur le web front-end, bah, je me dis, j'aimerais afficher l'application front-end, donc je vais cliquer sur l'un des endpoints. Alors là, ça me lance quoi? C'est juste comme je l'ai mentionné avant, ça c'est un template d'application de base Blazor. Donc dessus, on n'a pas grand-chose. Hello World, on a une page de compteur, on peut cliquer, et on a une page qui va se connecter derrière à une API. Et en fait, quand je clique sur cette page-là, derrière, il y a un appel API qui se fait pour aller récupérer les données de météo. Là, je vais faire différents affichages de pages. Et ensuite, si je retourne d'un point de vue console, donc là déjà, ce que je peux faire, c'est que je peux me connecter sur la partie front-end. Je peux voir les logs qui se sont déroulés. Je vois je vois des appels HTTP qui ont été faits. Je peux me positionner d'un point de vue API pour voir si j'ai reçu des appels. Je peux me positionner d'un point de vue cache. Donc là, ça me permet de débugger si jamais il y a le moindre problème sur un de mes containers. Ensuite, là où ça devient intéressant, c'est que je peux avoir une vue des logs structurés pour ceux à qui ça parle. Donc, justement, pas avoir juste des simples strings qui passent dans nos logs, mais vraiment pouvoir filtrer sur des propriétés.
Et en fait, quand on clique sur une ligne de log, je peux vraiment avoir une vue un peu bien plus claire par propriété, par valeur. Et enfin, je peux avoir une vue avec les traces. Donc là, on peut voir, là, vous avez une vue en fait de log distribué, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une application cloud native, vous avez souvent un événement initiateur et qui va se connecter derrière à tout un ensemble de services. Et en fait, vous pouvez retracer tout l'historique de cet échange. Donc là, par exemple, si je prends la première ligne, je vois qu'en fait, c'est un événement qui s'est étalé à la fois depuis le front-end vers l'API. Et là, ici, je peux cliquer sur View et je vais vraiment avoir le détail de tout ce qui s'est passé depuis mon service front-end jusqu'à mon API. Et je peux voir les temps d'exécution. Et après, je peux aller dans chaque trace pour pouvoir regarder ce qui s'est passé. Comment tu peux déployer tout ce que tu utilises d'un point de vue développeur en local, mais sur ton environnement de prod? De base, Aspire, il ne va pas provisionner les ressources. Par contre, il fonctionne avec d'autres outils. Sur la partie Azure, il fonctionne avec l'Azure Developer CLI, en fait, qui permet justement de provisionner pour nous. Et il y a des facilités en fait où si on commence à utiliser Aspire, on peut justement utiliser d'autres outils qui vont nous permettre, à partir de notre projet Aspire, d'écrire les ressources et les créer pour nous. Et ensuite déployer sur ces ressources. Et après, il faut voir que tout ce que je vous ai montré là sur la partie Aspire, en fait, pas mal de choses peuvent être prises. Vous pouvez choisir en fait un peu ce que vous voulez. Vous pouvez piocher ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire si vous voulez juste utiliser des components pour avoir l'aspect, j'ai pas envie de m'embêter à configurer la connexion de mes services, la résilience, tout ça, vous prenez juste les composants, vous les mettez dans vos différentes applications consommatrices. Là, ce sera bon. Ensuite, si vous voulez utiliser l'orchestration, enfin, plutôt le dashboard, on va pouvoir, si on le souhaite, déployer le dashboard et le plugger derrière à une solution de type Application Insight, justement, ou Azure Monitor pour pouvoir stocker les logs et justement nous les afficher de cette manière-là. Et enfin, il y a d'autres outils en fait qui se construisent sur Aspire. Il y en a un qui s'appelle Aspire 8 qui nous permet, à partir de notre projet Aspire, de créer tous les manifestes pour Kubernetes. Donc là, en gros, c'est-à-dire que on peut être un développeur qui n'a aucune connaissance en Kubernetes aujourd'hui, juste créer notre projet tel qu'on l'a vu là, surtout avec la partie host, de cette manière. Aspire 8 va scanner notre projet, il va nous créer tous les manifestes, et derrière, on a juste à faire c'est Aspire, l'équivalent d'Aspire Apply, et en fait, c'est l'équivalent d'un Kubernetes, kubectl Apply, et ça va déployer tous nos services sur Kubernetes. En fait, il faut vraiment voir Aspire comme un outil, un ensemble d'outils dans la ceinture du développeur, mais voilà, ça reste majoritairement focus en fait, sur votre machine locale. Il y a plein de petits bouts de code qui vous permettent d'aller plus vite dans vos différents aspects de développement. Et ensuite, voilà, ça ne vous empêche pas d'utiliser d'autres outils de déploiement que vous pourriez utiliser, du Terraform, enfin, du Bicep pour Azure ou d'autres technologies. Vous pouvez mixer les deux comme vous voulez. Donc, il faut vraiment voir, si je reviens sur mes slides, là, les différentes briques que l'on a en bas, la plupart, en fait, peuvent être prises une à une si vous voulez, et vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité. Vous faites comme vous le voulez. Je voulais vous montrer cette solution, donc celle-ci qui commence à être un peu plus réaliste. Donc ça, c'est une solution qui s'apparente au visuel que je vous ai montré tout à l'heure, l'architecture de microservices que l'on voyait proposée par Microsoft sur base de eShop on Container. Et donc là, si je vais dans le projet Aspire, on va être sur quelque chose d'un peu plus réaliste. On va ajouter facilement une base de données Postgre on va lui donner un nom, on va lui donner alors là c'est spécifique, on a envie de lui donner un password qui ne change pas. On va plugger Redis. Et ensuite, on va avoir deux API, catalogue service, basket service. On va avoir un projet front-end et on va avoir un projet qui nous sert à gérer notre catalogue dans notre projet eShop. Et donc derrière, vous voyez que simplement avec des petits appels à with reference, on arrive à injecter en fait dans un service donné comment dire, les dépendances qu'on en a créées au-dessus. Donc par exemple, catalogue DB, on va l'injecter, donc qui est Postgre. Derrière, si on lance le projet en local, ça va nous créer un container Postgres et ça va extraire toute la configuration et ça va l'injecter dans le projet. Et donc de la même manière pour tous les autres. Et pour le projet Fontaine, on va voir que de base, on va avoir une référence vers notre basket service API, notre catalogue service API. Derrière, ça va vous permettre de construire le tout. Donc celle-ci, j'essaie de vous la lancer. Alors ça, c'est un projet de test. Sur mon dernier lancement, tout ne se lançait pas correctement, mais ça vous permet quand même de voir l'aspect dashboard. Donc là, voilà. Là, je commence à avoir une solution qui commence à être un peu plus réaliste. Donc là, comme je le mentionnais, il y a des erreurs dans deux projets donc qui ne se lancent pas correctement. Et justement, ça nous permet de voir que Aspire le détecte
mais par contre, il n'arrive pas à le démarrer plus que ça. Donc là, après, on peut potentiellement justement utiliser les fonctionnalités d'Aspire pour aller étudier, voir ce qui se passe dans les logs si le projet a pu se lancer. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'il n'a même pas pu se lancer. C'est une erreur de code de compilation. Mais derrière, enfin, on peut naviguer dans les différents services, comme je vous montrais auparavant. Après, on peut naviguer dans les différents endpoints. Dernier point que j'ai pas vu tout à l'heure, je ne vous ai pas mentionné tout à l'heure, ça doit être la partie détail. En fait, quand on va sur la partie détail, ça aussi, c'est un point très important quand vous faites du microservice. Là, vous pouvez directement inspecter les variables d'environnement. Parce que quand vous avez déployé vos microservices, quand vous êtes dans l'environnement déployé, ça peut être parfois un petit peu compliqué de pouvoir accéder aux valeurs de variables sur laquelle votre application se base à l'instant du runtime. Donc là, on va pouvoir aller dans les variables et potentiellement, on va pouvoir voir les différentes valeurs et s'assurer que on a les bonnes valeurs ou qu'alors voilà, détecter un problème. Donc là, encore une fois, les filtres. Donc le but, voilà, c'est pas quelque chose qui est destiné à un client ou à être déployé en production enfin, pour être utilisé par des utilisateurs finaux. C'est vraiment, encore une fois, destiné aux développeurs. Dernier point, je vais finir là-dessus. L'un des derniers aspects vraiment intéressants, c'est que là, je vous ai montré tout à l'heure les projets d'Aspire qui nous permettent d'orchestrer tout ça. Maintenant, je vais me positionner dans un projet que l'on orchestre, justement. Donc là, c'est le projet front-end et je vais me mettre. Alors, je suis dans les dépendances, donc faut voir ça comme les packages NPM ou Maven ou autres dans d'autres technologies. Et donc, c'est comme ça, en fait, que l'on va potentiellement pouvoir injecter d'autres SDK, mais déjà préparés pour Aspire, pour pouvoir se plugger facilement. Alors, donc là, en fait, j'ai juste à cliquer sur un projet, faire Add, et là, j'ai Aspire Package. Et tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais un slide avec tous les packages qui sont disponibles. Donc là, si je le souhaite, je peux aller justement naviguer dans ces différents packages. Donc là, vous voyez, on a un ensemble de packages, donc Redis, RabbitMQ, Postgres, Storage, OpenAI sur Azure notamment. Et donc après, vous avez juste à choisir. Par exemple, si je choisis de dire j'ai envie de plugger OpenAI sur ma solution, je l'installe de cette manière. Donc là, j'ajoute juste mon package. Je vais aller dans la partie de setup de mon projet donné, donc le programme.cs. Et là, derrière, normalement, s'il démarre correctement, excusez-moi, là, normalement, j'ai accès directement à une méthode d'extension qui me dit add Azure OpenAI. Et j'ai juste à lui donner le nom. Là, on voit un exemple de Copilot qui me met add Redis Cache, Basket Cache. Basket Cache, donc c'est le nom qu'on lui donne dans le projet d'orchestration. Là, j'aurai l'équivalent où je dirais juste quelque chose du style add Azure OpenAI. Normalement, l'intelligence fonctionne, hein, c'est juste ma machine. Et là, j'aurais juste à lui dire ça. Et derrière, en fait, il y reste plugué directement. Au lancement, en fait, on lui injecterait la configuration qui permet de se plugger à ce service-là. Et donc, du côté projet app host, là, en fait, on a l'équivalent. On a d'autres packages, en fait, qui nous permettent de faciliter. Alors, il n'y a même pas besoin de Kubernetes là. Là, par exemple, alors j'ai gardé la solution ouverte. Là, si je vous affiche Docker, alors dans la solution qui est lancée, il n'y a que Redis. Et là, on voit justement qu'il a lancé Redis dans Docker. S'il y en avait d'autres, ça s'afficherait dedans. Mais il y a besoin que de Docker aujourd'hui. Alors, je finis juste sur cette partie. Donc là, en fait, il y a tout un tas de. Juste avant, j'ai ajouté un package pour OpenAI dans un projet consommateur. Et en fait, côté projet orchestration, on a l'équivalent à chaque fois. On a d'autres packages, en fait, comme des packages miroirs, qui nous permettent d'ajouter l'aspect orchestration. Donc là, j'en ai un autre, Aspire Hosting, qui commence toujours par Aspire Hosting, Azure Cognitive Service. Alors, à savoir que sur Azure Cognitive Service, ça comprend OpenAI, mais aussi d'autres services IA. Et donc là, une fois qu'il est ajouté, normalement, j'espère que sur ce projet, ça devrait fonctionner. Donc là, je vais définir un autre service, donc OpenAI. Et là, simplement Builder, Add Azure OpenAI. Voilà. Et donc là, quand je fais ça, je vais lui dire OpenAI. Et potentiellement, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà utilisé ce service, derrière, on peut utiliser des deployments. Donc en fait, un deployment, c'est un modèle, on lui donne un nom et on déploie avec le LLM qu'on veut. Et donc là, c'est ici où on va pouvoir paramétrer. De base, en fait, j'ai toute l'intelligence qui me permet de dire, bah, je vais lui donner le nom à mon déploiement, quel modèle, donc là, en l'occurrence, GPT-4o, par exemple, et la version. Et donc là, quand vous allez rajouter tout ça, la version, j'ai oublié, 2024-05 quelque chose. Voilà, et là, donc, en faisant ça, quand mon projet va se lancer, il faudrait aussi que je lui mentionne, enfin, je peux lui rajouter d'autres paramètres si j'ai besoin, pour lui mentionner quelle instance je vais utiliser sur Azure. Et là, en fait, on met toute la configuration que l'on a besoin pour utiliser ce deployment-là spécifique avec GPT-4co. Et donc, comme mon application, de l'autre côté, mon application front-end va se lancer, simplement avec cette référence-là, elle va obtenir la configuration injectée, elle va pouvoir se connecter au service. Et derrière, en plus,
pour ceux qui sont familiers avec .NET, vous allez avoir l'injection de dépendance qui fonctionne. Donc, quand vous êtes dans un service donné, la seule chose qu'on va avoir besoin ici à faire, c'est d'utiliser un service du style. Alors, c'est pas là en l'occurrence d'OpenAI, c'est pas iOpenAI, c'est Chat Service. On va l'injecter directement. C'est pas ça exactement le nom, mais je l'ai oublié. Et derrière, on va pouvoir l'utiliser et directement sans avoir à se soucier des aspects connexion, des aspects résilience, retry, etc. Et on va pouvoir taper directement sur le service. Donc là, OpenAI, sinon une base de données, l'utiliser comme une base de données. Et donc on va pouvoir se focus sur le node code business intéressant et ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois que vous voulez setup un nouveau projet. Donc ça, c'était la partie introduction sur Aspire. Après, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut pousser un peu plus si jamais il y en a que ça intéresse. Première version release est sortie il y a un mois. Avant, elle était en prévue pendant 6 mois. Mais par contre, là, on commence sur un projet, on essaye de le mettre. Alors, tu peux choisir de terraformer l'infra à côté. Tu peux aussi choisir, justement, tout à l'heure, je mentionnais un tool qui s'appelle Azure Developer CLI, qui te permet derrière de créer en fait l'infrastructure pour toi. Là, il y a un truc que j'ai pas encore pu tester, justement, parce que c'est relativement nouveau. Ce truc-là, Add Azure Provisioning. Donc, juste en rajoutant ça derrière, théoriquement, là, j'ai pas encore testé. Théoriquement, il doit nous scanner en fait ce qu'on établit ici, nous créer un espèce de manifeste pour derrière l'utiliser avec l'Azure Developer CLI pour créer les ressources pour nous. Alors, en théorie, je crois que c'est pour Azure, c'est du bicep, ouais. Mais le but, c'est voilà, on se met c'est développeur first. Tout le développeur peut aller jusqu'au bout. Bon, après, il y a surtout, comment dire, est-ce qu'on utilise les bonnes pratiques de l'entreprise ou les. Donc là, il y a encore tout un tas de choses à tester. Mais voilà. Mais derrière, ça peut être une première étape, OK, et après aller plus loin et se décaler sur d'autres trucs. Et dernier point que j'ai mentionné, donc on peut exécuter du code natif, on peut exécuter des containers, on peut même référencer une image de container directement si ça ne vient pas être une méthode d'extension. Donc là, on référence un container disponible publiquement. Enfin, on peut même balancer un exécutable. Ça peut être intéressant dans certains cas. En fait, Aspire, il va prendre l'exécutable, il va le packager et il va nous permettre de l'appeler derrière avec un endpoint ou autre. Donc ça, dans certains cas un peu spécifiques, ça peut être intéressant.